Bonsoir, bienvenue au Musée McCord. C'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette troisième conférence de la série 2015-2016 des échanges urbains, une collaboration du Musée McCord et d'Héritage Montréal. Comme plusieurs le savent déjà, les échanges urbains, c'est un lieu de partage et de discussion qui offre l'occasion à des conférenciers au profil diversifié et à un public investi de se pencher sur des thèmes et des enjeux qui concernent le développement, l'aménagement et la mise en valeur de leur ville. Nous abordons ce soir la question de la mixité sociale dans les quartiers montréalais, un enjeu souvent présent dans l'actualité. Riches de leur diversité sociale, certains quartiers ont connu un embourgeoisement récent favorisant la revitalisation du bâti et des espaces civiques. Ce phénomène s'accompagne parfois toutefois de tensions entre la population initiale et les nouveaux résidents. Ce soir, nous adressons à nos invités la question suivante: la transformation du tissu social d'un quartier dans le respect de ses résidents est-elle possible et à quelles conditions? Please note that tonight's presentation will be both in French and in English, and you are invited to participate to the question period following the conference in both languages. We also invite you to enjoy the cocktail in the atrium after the conference. Nous tenons tout d'abord à remercier nos trois conférenciers invités, et je vais brièvement vous les présenter. Nathalie Fortin, dans un premier temps, à l'œuvre dans Bordeaux-Cartierville depuis une quinzaine d'années et résidente d'UNSIC depuis plus de 20 ans, Nathalie Fortin est motivée par le désir de voir l'ensemble de la collectivité quartiervilloise prendre son destin en main. Diplômée en communication et journalisme et en administration publique, elle œuvre au conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville depuis 2001. Elle y occupe le poste de directrice générale depuis 2004. Elle est également présidente de la Coalition montréalaise des tables de quartier ainsi que du Forum régional sur le développement social de l'île de Montréal, en plus de siéger à différents conseils d'administration. Nous accueillerons ensuite Daniel Weinstock, diplômé entre autres des universités McGill et Oxford en philosophie. En 2012, M. Weinstock rejoint le corps professoral de la faculté de loi du département de philosophie de l'université McGill. Ses intérêts de recherche concernent des sujets diversifiés touchant la philosophie morale et politique, allant de l'accommodation de la diversité culturelle et morale dans les sociétés démocratiques à l'éthique de la politique publique. Il s'intéresse actuellement aux questions d'équité en matière de santé et est depuis 2013 le directeur de l'Institut des politiques sociales et de la santé de McGill. Ses recherches et ses enseignements ont été reconnus notamment par le prix de la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal en 1997 et par le prix André Laurando de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences en 2008. Alors, notre troisième invité, Ron Rayside, diplômé en architecture, se consacre depuis plus de 40 ans à l'implication sociale. Il est l'associé principal de la firme d'architecture Rayside La Bossière, basée dans le quartier Centre-Sud, où il réside depuis près de 40 ans. Il est connu pour son engagement à l'égard de ce qu'il qualifie lui-même d'urbanisme social. Cette implication sociale est aujourd'hui devenue une composante des activités de la firme. Ron Rayside est membre de plus de 20 organismes œuvrant activement au développement social des quartiers centraux de Montréal, et il a siégé et continue de siéger à différents conseils d'administration, dont ceux de la CEDEC Centre-Sud Plateau Montréal et du Centre de santé et des services sociaux de Jeanne-Mance. Alors, avant de leur laisser la parole, je vais passer le micro à Dinou Boumbarou, directeur des politiques d'Héritage Montréal, qui va introduire le sujet de ce soir et, fidèle à son poste, animera la discussion. Voilà, merci beaucoup. Merci, Maria-Louisa. Merci. Bonsoir. Good evening, everybody. Yesterday was the International Day of Women, and perhaps an opportunity to reflect how diversity is present on a number of things. The city announced a number of measures on the street names, policy, and possible corrections that are happening. But it's just one aspect. If you go upstairs to the first, one aspect of the topic we'd like to address today, si vous allez au premier étage, vous allez voir l'exposition Vue de Montréal, qui nous donne un panorama de Montréal, puis vous pouvez le regarder avec plusieurs yeux, ce genre d'exposé. On peut voir des objets, on peut voir des artefacts, on peut voir des couleurs, on peut voir des outils, mais on peut aussi voir derrière chacun de ces artefacts des gens, des morceaux de société, et se poser la question, quelle était cette société? Puis dans cette société, qu'est-ce qu'on trouvait comme composante, comme participant, comme voix et comme idée? Alors,
ce soir, on a choisi, la dernière fois, on parlait de l'affichage commercial, donc c'est vous voulez qu'on cherche quand même une certaine diversité, mixité, voire un éclectisme dans les sujets qu'on aborde dans ces échanges urbains, mais toujours en essayant de se rattacher à une certaine pertinence du débat actuel. Vous avez pu voir dans les journaux il y a quelque temps, Maria-Louisa l'a évoqué légèrement, les histoires des commerces vandalisés à Hochelaga. C'est un indice. Ce n'est pas le seul endroit où ça se produit. Ça s'est déjà produit par le passé. Peut-être ça se produira à l'avenir, je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir l'avenir, ce n'est pas ma business. Mais c'est un indice comme un autre auquel l'héritage Montréal a pu être associé par le passé. C'était un cas comme Milton Park, un quartier qui est juste à côté ici. Vous allez voir, il y a énormément de coopératives. On va peut-être aborder cette question tantôt avec nos invités, mais c'est un quartier résidentiel où il y avait des mouvements, des migrations forcées. Les migrations forcées, ce n'est pas juste quand il y a des guerres, des conflits, des séismes. Des fois, ça se produit à l'intérieur d'une ville, tension. Et finalement, on s'est rendu compte à travers ça que ces questions d'urbanisme n'étaient pas que réglementaires, n'étaient pas que physiques. Urbanism and urban development is also a matter of identity, a matter of social fabric, a matter of justice and rights. And to some extent, it's a notion of human habitat. Next year will be not actually next year, this year, is the United Nations Third Habitat Conference in Quito, Ecuador. And part of the issue is how a city is not just a series of real estate property with pipes and transportation and services and functionalities, how you deal with the human aspect of these great human inventions called the cities. Donc, l'habitat humain, c'est plus que de l'habitation et le social, c'est plus que des questions d'économie. Il y a beaucoup de dimensions à ça qu'on va essayer d'explorer ce soir. Alors, je voudrais peut-être regarder, il y a un groupe qui s'appelle Vivre en ville. Il y a des gens ici qui le connaissent, je pense que il y a même des administrateurs de cet organisme qui essayent de promouvoir une nouvelle façon de penser la ville. Et c'est un organisme qui nous rappelle que le mot mixité sociale est souvent, on emploie souvent l'expression diversité sociale. Alors peut-être qu'on va faire des nuances aujourd'hui sans faire des jeux de mots, mais se rappeler qu'il y a deux grandes conventions internationales qui existent, dont une a son siège à Montréal, c'est la Convention de 92 sur la diversité biologique. En 2005, on a eu la Convention internationale sur la diversité des expressions culturelles. Donc, diversité biologique, biodiversité, diversité culturelle. Mais on se rend compte que comment est-ce qu'on aborde la question de la mixité sociale. Et si on s'intéresse à héritage beaucoup à la ville, c'est qu'on s'intéresse à la ville, son patrimoine, son architecture, parce qu'elles sont à la confluence de la géographie, de la société et de l'histoire. Alors, comment, avec ces trois dimensions, on pourra amener des réflexions qui sont... C'est un échange urbain, ce n'est pas ici qu'on va réinventer la théorie de la relativité restreinte. Là, Daniel, calmons-nous. On a fessé tous les deux. Mais c'est un échange qu'on voudra peut-être utile à une grande action qui s'en vient, c'est la mise à jour du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Alors, chacun de nos invités, puis vous aussi, je vous invite, I invite everybody here, in addressing your question, making comments, to think how we can take from this discussion something that can be sent to Mayor Coder or Russell Koopman or the commissioner that are going to review the master plan of the city so that these discussions don't stay in this wall, they actually radiate in the city. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Nathalie, qui va nous parler on se connaît, on est sur le conseil d'administration de Culture Montréal. Nathalie Fort. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, plutôt. Est-ce que la diapo, l'image... oui. Donc, mon propos ce soir va être très simple, assez concis, pas du tout scientifique, mais très concret quand même et basé, je vous dirais, sur mon expérience terrain dans le développement d'une communauté, d'un quartier et par mon expérience aussi de ma connaissance, si on veut, concrète des quartiers montréalais. La mixité sociale, appelons-la comme ça, on appellera peut-être ça diversité plus tard, à mon sens, est quelque chose qui est un peu inévitable. Une ville, c'est un système vivant,
qui est en constante transformation, en constante évolution. Et je pense qu'il est un peu illusoire de penser que nos quartiers peuvent ne pas bouger du tout pendant des décennies. On est un pays d'immigration, on est une ville où les gens bougent, arrivent, repartent. Donc, forcément, ça appelle certaines transformations et je pense qu'il est difficile de se battre contre ça. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que transformation sociale doit égaler manque de mixité, incohérence ou non-cohésion sociale. Et je pense qu'il est possible, moyennant certaines conditions, de réussir la transformation sociale des quartiers. Et à mon sens, il y a 2 grandes conditions à ça. Et ces grandes conditions-là, et vous ne serez pas surpris d'entendre ce que je vais dire, sont, à mon sens, tout ce qui est équipement et infrastructure. Donc, pour réussir des quartiers où la mixité fonctionne, on a besoin d'équipements et d'infrastructures, et je vais détailler un peu plus loin, qui sont accessibles à tous et à toutes. Et d'autre part, on a besoin également d'animer ces quartiers-là de manière à avoir une vie de quartier dynamique qui permette les liens entre les différents types de populations. Et à mon avis, un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Si on n'a pas les équipements et les infrastructures requis, on ne sera pas capable d'avoir une population qui se mélange, qui est mixte et qui est heureuse d'être dans ces conditions-là. Et si on n'anime pas ce quartier, même bien équipé, on n'y arrivera pas non plus. Et donc, les exemples que je donnerais de ça, donc mes 2 grandes catégories, mes 2 conditions, j'appellerais le hardware et le software. Au niveau du hardware, évidemment, on a besoin de logements accessibles. Donc, ça, c'est une évidence. Tout le monde le sait, pas tout le monde l'accepte. Il y a encore du travail à faire pour convaincre l'ensemble de nos décideurs de la nécessité de ça, mais on doit avoir une mixité de types d'habitation qui permettent à des populations de toutes catégories de pouvoir s'installer. Donc, évidemment, on va parler de logements abordables ou de logements sociaux, plus exactement, pour s'assurer de pouvoir desservir toutes nos populations. Dans la section hardware également, on parle de commerce de proximité. Et revitaliser une rue commerciale en voulant y donner un petit cachet, vous savez, les petits restos, cafés, branchés, c'est le fun, hein? Mais clairement, si on n'a pas des commerces de proximité de base, on ne sera pas en mesure de répondre à tous les types de populations. Donc, une pharmacie, un nettoyeur, une cordonnerie, une petite épicerie rapide où on peut acheter 2-3 légumes puis une pinte de lait, on a besoin de ces commerces de proximité-là. Et généralement, qu'on soit riche, pauvre, de telle culture ou de telle autre, on va fréquenter ce type de commerce-là. Et on a des exemples de rues à Montréal qui y arrivent encore. Je pense à la rue Masson, par exemple, où on va voir se côtoyer différents types de commerces comme ça. Et on a d'autres exemples. Moi, j'habite dans Annecy, et dans l'ouest d'Annecy, on a développé une très belle rue qu'on appelle Fleury-Ouest, Flo pour les intimes, mais Flo n'est pas une rue qui favorise la mixité sociale. On a là une série de restaurants, de petits cafés branchés. Il est clair qu'il y a toute une partie du quartier Annecy qui ne peut pas consommer sur Flo. Donc, commerce de proximité. École publique, CPE, évidemment, il y a des gens qui vont faire des choix d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées et tout ça, mais quand même, dans l'école publique, on est capable de retrouver une certaine mixité de population via les enfants. Sport et loisirs accessibles. Je donne évidemment l'exemple du quartier où je travaille. Il y a 5 ans, on a inauguré un YMCA, le YMCA Quartier-Ville, qui est un magnifique édifice où tout le monde converge, encore là, de toutes les cultures, de toutes les classes sociales. C'est beau de voir ça le week-end, des jeunes de partout, des familles qui jasent ensemble. C'est vraiment un lieu rassembleur qui permet cette mixité-là. Espaces verts, des parcs, des placettes, des espaces collectifs. Encore là, dans le hardware, ce sont toutes des choses qui permettent les mélanges. Du côté du software maintenant, des services communautaires inclusifs, je dirais. Puis quand je dis services communautaires inclusifs,
On a souvent tendance à penser que des services communautaires, c'est juste pour les pauvres. Mais c'est pas vrai, ça. On est capable d'avoir des services de cuisine collective, par exemple, des services au niveau de l'impôt, toutes sortes de services qui peuvent être adressés à différentes populations. Et quand on fait un marketing qui est intéressant, on peut arriver à quelque chose avec ça. Fête de quartier. Agriculture urbaine, donc dans le quartier où je travaille, on a de plus en plus de jardins collectifs, on a une ruelle verte où il y a toutes sortes de mélanges de populations. Les communautés virtuelles, on vient de démarrer un groupe Facebook qui s'appelle Communauté Bordeaux-Quartier-Ville. Il y a 270 adhérents depuis à peine un mois et je vous dis, c'est toutes sortes de monde qu'il y a là. Donc, c'est un lieu encore là propice à la rencontre. Donc, nécessaire d'avoir le hardware. En tout cas, si on ne l'a pas, on s'en va vers l'embourgeoisement, clairement, si on a seulement un type d'équipement et d'infrastructure. Mais tout seul, ça ne suffit pas. Ça prend absolument cet élément d'animation de vie de quartier pour avoir une cohésion sociale et une mixité économique, sociale, culturelle, générationnelle, une mixité de tous ordres, je dirais. Et un autre exemple concret que je vais vous donner, toujours dans mon quartier d'adoption, vous vous rappelez peut-être de l'îlot des places de l'Acadie Henri Bourassa dans Bordeaux-Quartier-Ville, qui était un îlot résidentiel reconnu comme la méga insalubrité. Là. Les pires logements à Montréal, c'était là, 600 logements, 1500 personnes. Et on a travaillé très, très fort sous le chapeau de ma table de quartier, mais l'ensemble de la communauté pour voir une transformation de l'îlot. On a obtenu la transformation au niveau du hardware. On a 250 logements sociaux sur le site, ce qui est quand même pas rien. On a des centaines de condominiums abordables. On a un CPE, un parc de proximité, des commerces. Mais pourtant, il n'y a aucune mixité sociale dans ce lieu-là actuellement. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'animation. Pour toutes sortes de raisons, on a laissé tomber un peu cet îlot-là au niveau de la vie communautaire et c'est d'une tristesse inouïe. Et il y a des gens qui habitent un à côté de l'autre, qui ne se fréquentent pas, qui ne se parlent pas, et même dans certains cas où il y a la chicane est prise, comme on dit. Fait que ça, nous, ça nous brise le cœur parce qu'on a voulu cette transformation-là, pas juste au niveau équipement et infrastructure, mais aussi au niveau communauté, avoir une vie de village. Hein, c'était notre souhait. On s'était écrit une vision d'avenir il y a 10 ans et c'était notre village urbain. Puis là, en ce moment, on ne l'a pas, notre village urbain. Pour toutes sortes de raisons, à la fois financières, mais en partie par notre propre faute, je vous dirais, les acteurs locaux, parce qu'après avoir mis 10-12 ans d'énergie sur un projet, à un moment donné, on est comme collectivement passé à autre chose. Et là, en ce moment, on est en train de constater qu'on a en partie échoué à notre transformation sociale. Donc, ça illustre, à mon avis, ce besoin des deux conditions majeures. Et le dernier élément que je veux apporter, et ça tombe bien parce qu'il me reste 2 minutes, donc le dernier élément, c'est la particularité, et ça, c'est pas du tout scientifique, donc je veux pas que M. Weinstock là, me juge là-dessus, c'est vraiment basé sur l'expérience terrain, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais ce qu'on constate dans le quartier où je travaille, qui est un quartier d'immigration où plus de 50% de la population vient de l'extérieur du Canada, c'est que la vision de l'homogénéité d'un quartier n'est pas la même pour ces gens-là que pour les gens qui habitent dans le même quartier depuis 30 ans, 50 ans. Et leur désir de voir le quartier rester pareil, il n'est pas là nécessairement. Et leur vision de ce qu'est un quartier mixte ou correct est très différente de la nôtre. Et je vous donnerai un autre exemple, encore relié aux îlots Place l'Acadie. Je me souviens à l'époque, avec les gens du comité logement local notamment, on travaillait sur la question de la hauteur. Hein. Tout le monde, on ne voulait pas de hauteur là-dedans. Là. On voulait garder ça bas. Et c'était notre obsession. Là. On voulait vraiment que ça ressemble à toutes les autres maisons autour. Puis à un moment donné, en consultant les citoyens qui habitaient là, qui étaient presque tous des citoyens nés dans un autre pays, alors ce que je disais, c'est que donc en consultant les citoyens sur le site, faisant plusieurs rencontres avec eux et tout ça, on s'est aperçu qu'eux autres, la hauteur, là, ils s'en foutaient complètement. Il y a des gens qui venaient de grandes villes là-dedans du monde
où ils habitaient dans des immeubles à logement immenses et ce n'était pas un enjeu pour eux d'habiter dans un grand immeuble. L'important, c'était d'avoir un logement qui était décent, évidemment, qui leur convenait, mais ce n'était pas du tout un enjeu pour eux. Et là, à un moment donné, on a fait un pas de recul, puis on a dit, OK, là, on était en train, dans le fond, de transposer notre propre vision de ce que c'est un quartier qui doit rester comme avant à des gens qui ne le souhaitent pas nécessairement. T'sais. Donc, comme on avait beaucoup de batailles à mener dans ce dossier-là, je vous dirais que celle-là, on l'a un peu lâchée. Et le dernier élément, c'est que, comme on construisait du logement social, on était à un stationnement pour 4 logements, ce qui était un barème qui convenait dans plein d'autres projets de logements sociaux. Et nous, on disait à ce moment-là aux gens qui étaient responsables de construire tout ça, les gens, là, ont beaucoup de voitures. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils sont venus en Amérique des fois avec un peu un rêve américain de posséder un véhicule, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Fait que ne vous fiez pas au fait que les gens sont sur l'aide sociale ou ont des revenus modestes pour dire qu'ils n'auront pas de voiture. Et là, aujourd'hui, c'est un problème épouvantable parce que les gens se plaignent qu'il n'y a pas de stationnement. Ça va complètement à l'encontre de beaucoup de nos valeurs où on voulait un îlot vert, vous savez, mobilité durable et tout ça. Mais on n'était pas nécessairement à l'écoute des citoyens qu'il y avait là. Fait que donc, tout ça, une petite parenthèse pour dire qu'il y a une vision aussi derrière l'homogénéité d'un quartier. Et je pense que cette vision-là peut être différente dépendamment de notre expérience de vie. Puis ça vaut la peine de le garder en tête quand on travaille sur les enjeux de mixité sociale. Donc, merci beaucoup. Ah, et, excuse, oui, cette image-là, on a organisé donc en décembre un café rencontre parce que vous savez que Cartierville est un des quartiers à Montréal, sinon le quartier qui reçoit le plus de réfugiés syriens parce que la communauté syrienne établie à Cartierville, elle est très, très grande. Et on a un comité citoyen sur le dialogue interculturel qu'on soutient et on a organisé donc un petit café rencontre pour voir un peu comment on va accueillir ces gens-là? C'est quoi les valeurs de notre communauté? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Et c'était juste une image de cet échange-là parce que ça avait été vraiment, vraiment riche comme échange. Donc, voilà. Merci. Merci, Nathalie. Je pense que tu n'es personne ici pour juger, mais peut-être aborder des choses sous des angles un peu différents. Cette notion d'équipement et d'animation, déjà, on peut imaginer une certaine différence parce que beaucoup des façons dont on a traité les choses par le passé, ça a été de mettre des chiffres puis d'avoir des paramètres bien rigides, alors qu'on se rend compte que on ne crée pas nécessairement une forêt en plantant 10 000 arbres, mais une forêt, c'est un peu autre chose que ça. Alors, ça fait partie de ces questions. On a pensé que ce serait important d'avoir quelqu'un qui a un regard un petit peu en dehors des acteurs de première ligne. Et vous savez, des défis qu'on a dans notre société, c'est qu'on pense beaucoup en termes de programmes et de projets, mais on oublie les politiques publiques. Puis peut-être que Daniel peut nous apporter un point de vue là-dessus. Daniel, merci. Bonjour tout le monde. Je ne juge personne. So I was asked to speak in English. Is that all right? Yes. Okay. My picture is up there. Does anybody know where that is? Nope. Nope. No, it's not in Montreal. It's not in Montreal. Yeah, so that's Williams. That's a picture taken in Williamsburg, Brooklyn. So those of you who know New York, I love walking in New York for miles and miles. It's a city of unimaginable richness. And there's a neighborhood. So Williamsburg is divided into 2 parts. One has become sort of the hipster capital of the universe. And the other part, you just literally cross a street, 4th, I can't remember if it's south or north, and all of a sudden you're in a world where you're very much in the minority. And compared to Outremont, where ultra-Orthodox Jews, are very present, but over a few blocks, the area in Williamsburg that is essentially an ultra-Orthodox Hasidic, where you see things like this all the time in the street, is for miles and miles. It's blocks and blocks and blocks and blocks and blocks and blocks and blocks. I was at a conference in
in Brooklyn, at Brooklyn College a few months ago, and I was staying in the hipster Brooklyn, of course, and figured that I'd walk, from where I was to Brooklyn College. You don't realize when you're in New York just how vast the expanses are. And it took me like an hour and a half, and for about an hour and a quarter, I was essentially walking through a shtetl. For those of you who know Eastern European sort of neighborhood vocabulary, I was walking through a neighborhood where the businesses, people in the street were very much speaking Yiddish exclusively. I walked into a coffee shop to get a strudel, was very kindly greeted, but all around me people were speaking Yiddish. It was a very homogenous neighborhood in the middle of one of the most diverse cities in the world. So that's just a little preface. So in one of my other walks in New York recently, I was walking through Harlem, which when I lived in New York in the late 90s was a neighborhood that, white people would, I figured by the end of my stay there, largely through just fear-mongering and myth, hesitate to walk through. But it was largely an African-American neighborhood. It's now a very gentrified neighborhood, at least vast tracts of it are. The brownstones there are absolutely beautiful, and people were buying up gorgeous brownstones for une bouchée de pain for a few years during the transition there. And I was walking through Harlem towards the end of a long day, and my phone had run out of battery. Just kills me. And I saw one of the greatest graffitis in the world. It said, diversity, between scare quotes, is for white people. And I thought, that is just so wonderful, because it basically speaks to what I want to spend the few minutes that I have with you talking about. So as Dinu mentioned, I run an institute at McGill called the Institute for Health and Social Policy. And one of the chantiers that we're sort of investing a lot of energy in, and it'd be nice if somebody were to give us some money to match our energy, is to look at the way in which the built environment and the way in which urban planning affects people's health, and in particular, people's mental health. So here's a little fact that is a fact that has been reported on in cities around the world, rich city, first world cities, third world cities, you name it. Certain forms of psychosis, certain forms of mental illness, which are, and so a little bit just of technical lingo here, so it's complicated. So non-affective psychotic disorders, things like schizophrenia, which are disorders which are not sort of mood change disorders, like people who have anger management issues, but literally personality disorders where they become a different person in certain contexts. So non-affective psychotic disorders are much more frequent in urban contexts than they are in non-urban contexts. And by an order of magnitude, it's not a blip. It is a real kind of. If you looked at a chart, if I had some PowerPoint, you could see that urban context, and it's linear with the size of the city, right? The bigger the city, the more per capita things like schizophrenia you have. Whereas other forms of disorders, mental disorders, depression, and things like that, are more or less constant across different kinds of environment, rural, urban, what have you. And it's an interesting thing to try to figure out why that is. And there's a hypothesis that a lot of researchers are exploring, which has been verified with respect to other kinds of health outcomes, notably in the UK, which is called the social defeat hypothesis. The social defeat hypothesis. What does the social defeat hypothesis say? Well, it says something that's fairly intuitive. There's people here who spend a lot of time on campuses learn the new lingo that students invent to make our lives impossible. And one of the ones that they have invented, which I think is actually a very useful thing to think about what I'm about to talk about, is the idea of a microaggression. Right? Have people heard that term? A microaggression. So microaggression is something that happens when you are not insulted as a member of a minority or a vulnerable group, but a sort of sideways remark is made, or you are ostracized in certain subtle ways, in ways in which, oh my God, yeah. So a remark, oh, are you from here? Where are you from? Are you from here? If you're a person of a different sort of color. So what the social capital hypothesis basically says this. The more you are marked by vectors of vulnerability, they could be gendered, they could be sexual orientation, they could be, if you're a member of a racialized minority, the more you are marked by some of these vectors of vulnerability or inequality, and especially if you're at the intersection of several of them, the more you will on a daily basis be sort of a victim of daily kinds of little microaggressions, reminders that you are not
the boss here, that you are somehow vulnerable with respect to these other, thus diversity is for white people, right? A middle-aged white guy is never in a situation where he is being microaggressed. You know, we sort of end up being at the top of all of these sort of little subtle or not so subtle hierarchies. If you're an immigrant person who is in a society where the majority-minority border is policed in various ways, both official and non-official, you will encounter a lot of, you will be subjected in your encounters on a daily basis to a variety of events, microaggressions or not so microaggressions that remind you of your status in the society. And the idea is, when you think about what a non-affective psychotic disorder is, it is a way of not being there anymore. It is a way of creating a separate personality. So think about schizophrenia or multiple personality disorders, that will be the person that deals with these things that your own ego, your own person, at a certain point says, I can't deal with this anymore. You know, the social capital, social defeat hypothesis has been verified in a number of areas with respect to physical diseases, cardiovascular diseases. But the thing that we're sort of trying to explore is the way in which, the mechanisms through which social diversity in societies that are marked by inequalities. If everybody were equal, if there were no sort of subtle or not so subtle ways in which people were made to feel unequal in virtue of their bearing one or the other of these identity traits, then diversity would not be felt as social defeat by anyone in a systematic way. In a society such as ours, and most of the societies, all of the societies that we know of in the world today, that is not the case. That is not the case. Social diversity is lived, is experienced very often as a series of events that remind a person of their powerlessness, of their vulnerability, to the point where it pushes the organism to create a separate self to deal with this, thus non-affective psychotic disorder. Where in cities, who in cities are the most likely to suffer from psychosis, from schizophrenia? Recent immigrants, and in particular recent immigrants who are isolated from their, who live in mixed neighborhoods, right? Who are isolated from the social capital that comes from being able to sort of go home at night and be surrounded by people who may have come from the same place as you. You gave me 5 minutes twice, which is very nice, but okay. Okay. That's what I thought. The rates descend dramatically. The rates descend dramatically when we find ourselves in neighborhoods that are quite homogenous, where minority groups that may feel vulnerable, if that fellow were to walk into the other part of Williamsburg, well, he'd get looked at, right? They probably wouldn't notice, actually. They'd probably be fine with him. But, you know, think about a person with another sort of markers of identity would go into another neighborhood and not be able to sort of just spontaneously burst into song with people who are like him. They're actually singing there, very loud, actually, in ways that probably wouldn't be tolerated in other parts of town. So this is just interesting research. You know, I think we do like diversity, us sort of affluent, white, middle-class people. We like being able to walk down a very mixed street, eat Middle Eastern food, and encounter people from a lot of different places. It makes us feel good about ourselves. Look at how tolerant we are. We live in these great mixed neighborhoods. The point that I want to make is that in conditions of inequality and injustice and discrimination and lack of tolerant attitudes, which are unfortunately, I think, features of our urban context that are still all too present, even in places that we think of as largely tolerant, like Montreal. It could be that the benefits that we derive from mixity are not necessarily universally shared. And one of the things that we really have to think hard about is, until we get to the point where vectors of identity are not vectors of vulnerability, right? Whether there is a kind of a counterpoint to the paeans sung to social mixity that come from some of the research that's being done on social defeat and on the mental health costs that are in conditions such as ours paid by a lot of people for the sake of diversity. So, if I could conclude in one sentence, a just society, a tolerant society, would be one in which nobody had anything to fear
from a great deal of mixity, but we are not yet there, and we have to take that into account when we think about how to balance the virtues of diversity and the virtues of a certain degree of homogeneity. Thank you. Thank you, Daniel. We just discovered where is the biggest myelin in the world. That makes myelin look like millimeter N. A sample. Thank you very much, Daniel. First, we also have to realize il y a un argument très documenté là-dessus, les liens avec la fibre humaine de la cité à travers les phénomènes psychologiques et tout ça. Puis de plus en plus, on commence à faire des croisements entre la géographie matérielle de la ville et des facteurs des statistiques. Il y a quelques années, il y avait eu un séminaire au CCA, au Centre canadien d'architecture, où un chercheur italien avait fait la démonstration comment le fait qu'on a eu des cartes des villes et comment on avait commencé à faire de la statistique, ça avait fortement influencé, sinon provoqué la planification en urbanisme. Parce qu'on a pu mettre ensemble des données et on ne réalise pas à quel point mettre une carte et mettre des informations dessus, ça peut être propice à des choses. L'autre chose qu'on doit noter dans l'intervention de Daniel, c'est l'importance de se promener en ville. C'est bien là la contribution d'un philosophe fondamental. Mais au niveau des cartes et des... Oui, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui les ont promenés aussi. Mais après ça, là. Donc, alors, carte, données, quand on met ces deux mots ensemble, on arrive immédiatement à penser à Ron Rayside, parce que c'est le cartographe secret de Montréal. Il a fait beaucoup d'atlas, et peut-être que tu peux nous faire part de tes pensées profondes. Pensées profondes. Voilà une carte. Okay. Je ne sais pas si j'ai sorti ça parce qu'on est dans le musée McCord ou parce que c'est Dino qui nous anime, mais on fait effectivement dans les quartiers, on utilise beaucoup les outils de cartographie pour un peu décrire les enjeux dans les quartiers, un peu de la ville de demain, parce que souvent, c'est une chose de comprendre où est-ce qu'on est. Mais ça, c'est une découverte. J'étais à Londres et c'est l'année passée, je crois. Et c'est Charles Booth, à la fin du 19e siècle, a fait les Poverty Maps, où à chaque rue, il a qualifié en termes de la pauvreté chacun des zones. Et comme c'était au 19e siècle et non pas au 20e, je vais vous lire qu'est-ce que c'est le noir, juste pour donner un ton. Je vais le lire en anglais. The lowest, il qualifie la population, the lowest class, which consists of some occasional laborers, street sellers, loafers, criminals, and semi-criminals. Their life is the life of savages with vicissitudes of extreme hardship, and their only luxury is drink. OK, on va de la noire jusqu'à le vrai dessin, c'est à droite. Et par hasard, parce qu'on est dans la question de mixité, pas peu hasard parce que c'est le bureau qui est choisi, parce que la carte est énorme. Et j'ai loué un Airbnb, ça veut dire que j'ai contribué à la gentrification d'un quartier qui s'appelle Shoreditch et Brick Lane, avec une forte résistance à la gentrification qui est en train de se passer, qui est le portrait typique de n'importe quelle ville, n'importe quelle zone, les anciens quartiers ouvriers. Ça veut dire qu'on voit cette résistance-là, même à Hochelaga Maisonneuve. Il y avait une entrevue à Radio-Canada de Monique Blanchet, qui est une résidente chez Hochelaga Maisonneuve de longue date, très respectée, qui d'ailleurs était horrifiée par les événements dernièrement, par le vandalisme des magasins. Puis il dit, ces quartiers-là centraux ont déjà été mixtes. Ils étaient mixtes pas de la même manière que nous, on le voit, mais autant que dans le centre-sud où j'habite, que Hochelaga Maisonneuve, Plateau, surtout Plateau-Ouest, il y avait une classe ouvrière assez bien payée, et il y avait une population pauvre, puis il y avait quelques riches. Il y avait déjà cette notion de mixité-là, puis quand les usines proches de centre-ville ont fermé, mais c'est le milieu qui est parti, et que c'est laissé avec les deux extrêmes. Ça veut dire qu'on oublie des fois l'histoire, mais pas avec Dino. Si j'oublie, j'ai quelqu'un pour me rappeler que ça existe, là, comme Nathalie a parlé, mais d'ailleurs, la mixité, on parle de mixité sociale, mixité commerciale, on n'en parle pas souvent.
et mixité culturelle, c'est vraiment la notion de démocratie puis l'accès à tout. Et la mixité est le problème, je dis un peu les évidences, c'est la pression foncière qui part vraiment le centre-ville, qui passe de plus en plus loin. Et ça veut dire, dans 30 ans, les quartiers où il y a une certaine mixité, dans 30 ans, il n'aurait plus. Le quartier dans Brooklyn, j'imagine, dans 30 ans et 40 ans, la Sainte-Rue, mais il n'aurait plus. En tout cas, il y a une bonne chance, si on apprend de l'histoire, il n'aurait plus de ça. Et la mixité, dans 30 ans, c'est les gestes aujourd'hui. On avait parlé du plan d'urbanisme. C'est bien beau de dire la mixité, mais la seule manière de la faire, c'est la notion de ce qu'on appelle geler les propriétés. Le logement social en passant, c'est les définitions. Souvent, le monde pense que c'est la HLM. Ce n'est pas les HLM, c'est les coopératives, c'est les logements sans but lucratif. La seule manière de résister à ça dans 20 ans, 30 ans, c'est de geler ces propriétés-là pour qu'ils soient toujours dans le milieu, entre guillemets, social ou socialisé. Et il n'y en a pas d'autre moyen. Parce qu'une fois l'embourgeoisement commencé, et dont, probablement, on en fait partie ici, tout le monde, c'est très rare. En fait, je n'ai jamais vu, je ne sais pas si Daniel l'avait déjà vu, ça n'arrête jamais. Une fois il est commencé, c'est impossible. On peut bien avoir les manifs qu'on veut, on peut bien sortir dans la rue, ça ne change pas. Alors que la notion à long terme, et même en centre-ville, on parle de mixité sociale, mixité des types de revenus, mixité culturelle. Les familles à centre-ville, il n'y en a plus. Moi, j'ai déjà fait une carte de les écoles dans le quartier centre-sud, puis un peu centre-ville, qui est fermée depuis 30 ans. C'était frappant. C'est comme un tremblement de terre qui partait d'une centre, puis il y en avait de plus en plus fermés, et on était capable de dessiner la ligne où il y avait les écoles à centre-ville. Alors que quand on parle de Griffintown, c'est pas juste le problème de mixité sociale, c'est pas un quartier. Il n'y a pas prévision d'une école nulle part. Il n'y a pas une idée structurante de notre terre commerciale avec les services de proximité. Dans les faits, il commence à en avoir un peu par l'accident, par les questions de densité, mais on n'a pas cette habitude-là pour dire comment on planifie la diversité de demain. On n'a pas cette mentalité-là. Et juste peut-être une anecdote aussi. Je vois Amélie, OK, c'est bon. L'Office municipal d'habitation, ça, c'est les vrais HLM. On ne fait plus de HLM, mais l'Office municipal avait découvert que leurs grands ensembles créaient un problème. Et justement, quand Nathalie parlait de 250 logements, en fait, c'était comme un sujet à réflexion. Il avait découvert que les grands ensembles de familles ne fonctionnaient pas. Et il a commencé, même à les îlots Saint-Martin, qui étaient 350 logements famille, ou en grande partie famille, il pensait peut-être l'architecture et une faible densité réglerait, mais pas du tout. Ça ne réglait rien. C'était vraiment la concentration dans l'autre sens. C'est pas ce qu'on vit à Griffintown, c'est la concentration des condominiums puis les petites unités. Mais à cette époque-là, et c'est quand il a commencé de faire les plus petites unités intégrées dans les quartiers, que ce soit Pointe-Saint-Charles, que ce soit le centre-sud, que ce soit au plateau. Il y en a beaucoup de logements, beaucoup d'HLM dans le plateau. C'est juste les petites unités. Et on enlevait, c'est un peu la notion de stigmatisation, on enlevait un peu, mais beaucoup, cette notion-là. Et peut-être juste un dernier mot, les grands lieux de mixité sociale, au moins. Nathalie a mentionné le YMCA, nos bibliothèques aujourd'hui qui sont comme des centres communautaires, c'est un grand lieu de mixité. Les centres de petite enfance. Les centres de petite enfance, c'est un des lieux où il y a le plus grande mixité, où les garderies, le monde qui vient de toutes sortes de milieux sociaux, et les espaces publics quand c'est bien conçu. En tout cas, il y a une notion de l'espace démocratique dans la ville. C'est ça qu'il faut l'ouvrir, mais peut-être le message à la fin, j'en ai d'autres messages, mais je ne le dirai pas. D'ailleurs, pour ceux qui voient, et la Ville de Montréal, d'ailleurs, j'ai triche parce que je n'avais pas le droit de le mettre sur l'écran, mais la Ville de Montréal aussi a fait les cartes en 1934, en identifiant selon 4 classes les statuts sociaux. Alors que je peux, autour d'un verre de vin, ça se regarde très bien. Alors, c'est peut-être ça, là. C'est la notion de la ville de demain, il faut penser maintenant, sinon, il n'y aurait rien de ça. Il n'y aurait vraiment, vraiment rien. Puis un plan de ministre, je reviens là-dessus, on a beaucoup de misère d'imaginer la ville de demain.
en fait, on imagine la ville dans 3, 4, 5 ans qui est une extension du passé. C'est pas ça la vraie vision de la ville de demain, incluant les notions de fond comme mixité, puis tout ce que vous voulez, puis l'accès aux services de proximité, puis tout ça, là, ce que d'autres personnes ont dit avant. OK, merci. Je suis moins que même pas le 0. J'ai pas eu, j'étais pas face à le 0 encore. Merci, Ron, d'élargir la notion d'espace public puis à celle des CPE. C'est un sujet d'actualité. Mais plutôt que vous trois, vous soyez assis là, comme ça, puis je vous regarde, pourquoi vous n'allez pas vous asseoir là? Hein? Participez à l'occupation mixte de cet espace en avant. Alors, on va regarder cette image de Londres. Comme ça, on peut dire c'est pas nous, c'est différent, c'est les autres. Hein? Mais les 4 classes, peux-tu nous dire c'est quoi les 4 classes qu'il y avait dans les années 30 à Montréal? Les 4 classes étaient... Oui, c'est ça. Puis c'est pas l'Institut de tourisme, hein, c'est les... Micro. Prenez le micro. Micro. Tu prennes le micro. Ah, excuse-moi. Oui. On a les micro-agressions, mais il faut les micro-paroles aussi. Oui, c'est ça. J'ai toujours l'ombre de Dinou. Il faut que j'en sorte de ça. Le 1, c'était riche. Le 2, c'était well-to-do. Le 3 était higher labor. Et le 4 était lower labor. En passant, la Noire, j'aurais pas acheté une maison dans la Noire. Je pense que j'ai resté là-dedans, mais c'est bon comment la ville change aussi. Oui, c'était ça les 4 classes. Non, tout le monde était curieux de savoir comment excuse-moi. Montréal était une ville de plusieurs classes. Oui. Alors, tu as, Ron, tu as amené cette idée de plan d'urbanisme. Daniel a parlé d'hypothèses pour expliquer des phénomènes qui sont peut-être pas de l'ordre de l'aménagement, mais en quelque part, l'aménagement, c'est pas juste les bâtiments, c'est aussi la société qui est dedans, tout ça. Et Nathalie nous a mis en relation des gestes physiques qu'on peut quantifier avec des interventions d'un autre ordre. Moi, je me demandais, pour revenir un peu sur ce que Ron avait parlé, la question de la mixité culturelle. Daniel, tu as mentionné ton cas, tu nous disais il y a une ligne en quelque part où d'un côté de la ligne, les barbus dansent avec des chemises à carreaux, de l'autre côté, dansent avec des manteaux noirs. C'est à peu près ça. Ça se résume, mais c'est quand même des barbus si on parle des hommes, évidemment. Oui. Bon. Je passe d'un côté micro. de la ligne. Je pense qu'on va y laisser sortir. Je passe d'un côté et de l'autre de la ligne sans me faire remarquer. Toi, tu passes bien? Oui, je passe. Tu sifflotes. Voilà. Oui. Mais comment tu vois ça? C'est la diversité culturelle. Parce que c'est un grand dogme de notre société contemporaine. Dans une ville, tu nous parlais de benefit of mixity, social mixity might not be universally shared. C'est ça. Et Nathalie nous rappelle que des fois, ça me rappelle une expérience à Saint-Laurent. J'étais allé donner une conférence sur les quartiers, la toponymie, tout ça. Puis les gens, à un moment donné, je fais une blague sur le 10-30. Vous savez, c'est tellement facile. J'ai jamais été, mais c'est un lieu mythique comme ça, le 10-30. Faut y aller. Avant que ça disparaisse, hein, c'est sûr. Et les gens m'ont dit, c'est quoi le problème avec le 10-30? C'est super. Daniel, le dogme de la diversité culturelle, la mixité sociale, comment est-ce qu'on... Est-ce que tu vois quelque chose qu'on peut faire avec ça pour... sans avoir de gêne, là, un petit peu? Tu poses la question de manière extrêmement large. Oui. Mais comment la poserais-tu? Tu es un philosophe, tu sais. Oui, c'est-à-dire que... Comment dire? Je vais revenir au thème que... Je vais peut-être partir d'une anecdote personnelle pour déboucher sur un thème plus général. Moi, j'ai grandi dans un quartier qui était un quartier très homogène, juif non religieux, ou médiocrement religieux, où le monde partait, disons, le matin pour aller dans d'autres endroits. Moi, j'ai fréquenté une école qui n'avait rien du tout
de juifs, la même école que toi, le collège Stanislas, d'histoire jésuite. Mon père allait travailler avec des Italiens et des Canadiens français dans des chantiers de construction. Ma mère travaillait au centre-ville, pas loin d'ici, dans une galerie d'art qui a disparu il y a seulement quelques années, qui s'appelait la Galerie Royale. Et on rentrait chez nous et on était entourés. Mes parents étaient donc de première génération, des immigrants de première génération. On rentrait et on était entourés de gens qui étaient, entre guillemets, comme nous. Bon, moi, j'ai grandi deuxième génération. Je ne ressentais pas le même besoin que mes parents, disons, d'être entouré par des gens qui étaient comme moi, parce que déjà, de deuxième génération, je n'étais plus comme mes parents, allant à l'école francophone, ayant des amis à peu près de toutes les religions et de tous les patronymes possibles et imaginables. Mais quand j'y repense maintenant, hein, avec le recul, je me rends compte à quel point il était important pour mes parents, qui s'affichaient comme étant des non-croyants absolument invétérés et entourés d'autres juifs non-croyants, de se retrouver quand même dans un endroit où ils pouvaient disposer d'un certain capital social dont ils n'auraient peut-être pas disposé en étant ailleurs. Donc, il y a un équilibre à maintenir du point de vue, disons, des groupes qui sont peut-être plus vulnérables du point de vue de leur caractère un peu marginal ou minoritaire dans la fibre sociale. Il ne faut pas négliger l'importance que ressentent les gens de pouvoir se retrouver entre eux dans des circonstances dans lesquelles il y a encore des inégalités, des iniquités, des microagressions de tout genre auxquelles ils sont assujettis. Donc, pour moi, pour finir, la diversité culturelle, ça ne doit pas vouloir dire nécessairement, surtout dans un contexte comme le nôtre, la diversité de tous les instants. Hein? Ça ne veut pas nécessairement dire la diversité de tous les instants. De pouvoir retourner dans un endroit où on est entre nous, quand on est sujet au genre de phénomène de défaite sociale dont j'ai parlé avant, c'est peut-être quelque chose dont nous devons tenir compte. On entend souvent dire « Ah, ces gens-là se tiennent juste entre eux, etc., etc. », comme si c'était quelque chose de terrible. Une société diversifiée est une société qui doit aussi accepter qu'elle crée des conditions dans lesquelles il n'est pas irrationnel ni contraire aux normes de la tolérance et de l'éthique que de vouloir parfois pouvoir disposer de ce capital social. Parlez trop longtemps, là, c'est J'aimerais réagir à ça. Nous, dans le quartier-ville, un de nos objectifs principaux est de travailler les relations interculturelles et l'inclusion. C'est très difficile. C'est très difficile. Nous avons un quartier où je dirais qu'il y a 3 grands champs de population. Une population immigrante, mais de très, très longue date, assez aisée, donc des Arméniens, des Grecs, des Libanais, des Italiens, des gens qui se sont établis ici dans les années 40, 50, qui ont fait fortune pour plusieurs, donc des gens assez aisés. On a également une population vieillissante, blanche, qui est née à Cartierville du temps où c'était la campagne, à l'époque du parc Belmont, etc., etc. Et oui, le parc Belmont. Hein? Et oui, moi aussi, j'y étais. C'était quand même... La souris, là, c'était quelque chose. Hein? Ça faisait peur. Donc, et on a une nouvelle population, nouvelle, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, de nouveaux arrivants qui sont plus mélangés en termes d'origine, donc Maghreb, Afrique francophone, Afrique noire, francophone, sud de l'Asie. Et toutes ces populations cohabitent, je dis bien cohabitent, en parfaite harmonie. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de... Personne ne se marche sur les pieds, mais les relations entre ces différents groupes de population ne sont pas si nombreuses que ça. Et là, nous, on arrive, jeune professionnel avec l'ambition de voir toute cette diversité, cette mixité. On arrive avec notre volonté de vouloir mélanger tout ça. Et c'est pas facile. Donc, mais je suis pas capable encore de dire qu'il faut pas le faire. On dirait que moi, j'ai pas accepté ça, qu'on ne pouvait pas avoir ces relations interculturelles-là. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on fait des événements spéciaux ou quoi, les gens se mélangent, se parlent, ils sont même contents de le faire, mais après ça,
je dirais, chacun retourne un peu dans leur quartier et c'est difficile de le faire sur une base plus pérenne, de faire que tout le monde va fréquenter la même épicerie. Ça me rend un peu triste. Moi, j'ai de la misère à perdre mes illusions à ce niveau-là. Moi, avec. Sur ma rue, je suis tout proche de Sainte-Catherine, je suis en bas de Sainte-Catherine, c'est dans le centre-sud. Puis en face de moi, il y a un organisme c'est un organisme sans but lucratif qui a une clientèle très léger problème de santé mentale, mais ils sont vraiment autonomes. Mais je connais les 3 blocs parce que j'ai rénové dans un, que je sais. Je suis la seule personne sur la rue qui est au courant de ça, parce que c'est invisible un peu dans la rue. Il y a 2 coops en bas de la rue. Et un organisme, plusieurs organismes communautaires à une distance de quelques minutes de marche. Et il y a un dépanneur au coin, ouvert 24 heures sur 24, qui reçoit tout ça. En fait, le lieu, on se croise, mais Nathalie a raison. Ça veut dire qu'on ne se parle pas, mais on se croise. En tout cas, c'est une notion. D'ailleurs, le dépanneur donnait les biscuits à chiens et aux chiens. Tous les chiens aussi connaissaient le dépanneur parce qu'ils recevaient un biscuit. Il y avait une raison d'être là. Mais par contre, il y a une autre anecdote, parce que j'ai de misère, parce que c'est intéressant ce que Daniel dit, mais je ne sais pas trop quoi faire avec. Là, mais ma fille est allée à la galerie Souritech dans le Centre-Sud. Ma petite-fille aussi est allée à la Souritech. Ça veut dire que... Et nous 3, on était au Parc Belmont. C'est un côté troublant, tout ça. Là, mais Ma meilleure amie travaille à la Souritech. Mais ma fille il y avait un groupe de 7 qui étaient ensemble, qui est allé à la Souritech, qui est allé après ça à Face. 2 venaient les familles sur l'assistance sociale. Et ils sont encore les 7, les amis ensemble. Ça veut dire que quand j'ai dit les exemples de mixité dans un centre de petite enfance, parce que beaucoup des barrières se dites avec Daniel, parce que j'avais déjà entendu cette notion-là qui n'est pas une mixité. Puis même à l'avenir Hôtel Dieu, parce qu'on travaille assez activement là-dessus, on veut l'expérimenter de pousser encore plus la notion de mixité. Mais c'est assez important de garder en tête. Mais je suis comme Nathalie, je sais tout ça là, puis comme je dis, je ne sais pas quoi faire avec. So I don't want to sound like I'm not, that I don't like diversity. I like diversity. I think the two things that anybody who's ever been in a city, and it's worth going even in a neighborhood like Williamsburg, or where all of a sudden a white person, a white male, can feel what it's like to be a minority. And, you know, it's not easy, right? We take it for granted that nobody looks at us. We're transparent. We're oxygen, right? But when all of a sudden you put yourself in a context in which you are looked at and you realize that you are being looked at, you realize that for people to make the step to go out, right, it is an effort that we don't recognize as an effort. For us, it's the most natural thing in the world. It's an effort. It's something that has to be done. And I think that when it happens organically. Because there are things that bring people out. You know, there are places that are organic lieux de réunion where people come because they want to be doing something else and they find themselves. For me, one of the most tremendous experiences of mixity that I've known since I've had children is city hockey. You know, playing. My son has played hockey for in the city league since he was this high, and now he's that high. And, you know, that's where people meet, you know, across all kinds of different lines. You can all yell at the coach. You can all yell at the coach, at the referee usually. But, you know, I think that the kind of voluntarism that people like all of us will have to say, come to this place where we will organize a beautiful multicultural event. You know, it's not the sort of thing that's gonna work. It's gonna happen over time, and it's gonna happen over time, and it's gonna happen over think. La deuxième génération. Yeah. C'est la deuxième génération. Avec Oui, mais là, on commence à... Je sais que nos 3 excellents conférenciers ont le sentiment qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont là en train de faire, mais Ron l'a exprimé d'une manière candide. Mais par contre, tout ça, ça nous pose la question, est-ce qu'on peut imaginer des lieux, parce que si on... Et il y a quand même une partie de prospective, un peu d'utopie là-dedans, les illusions dont parlait Nathalie. Vous savez qu'on... Même dans le patrimoine, on est très endurci, on a la peau épaisse, mais on sait que dans 100 millions d'années, tout ce qu'on est en train de combattre pour sauver aujourd'hui aura peut-être disparu, ou au moins aura été modifié. Ils auront mis des portes patios dans les églises gothiques, on ne sait pas. On ne peut pas être confiant dans l'avenir à ce point-là. Mais est-ce qu'on peut, dès à présent, planter des espaces qui vont être des
Et ça me donne... Il y a une image qui me vient en tête qui est un peu peut-être étrange, très contrastée à celle-ci, mais vous avez sans doute vu les réclames, les publicités pour ce musée sous-marin qu'il y a au Mexique. Hein, ils ont planté des statues de monde en ciment dans le fond de l'eau, puis avec le temps, il y a des récifs qui se développent là-dessus. On ne peut pas planifier en entier l'océan dans lequel baignent ces statues, mais on peut planter quelque chose qui va ensemencer un avenir possible. Est-ce que... Là, on a parlé de CPE, on a parlé de dépanneurs avec des biscuits de chiens, on a parlé des arénas de hockey. Est-ce qu'on imagine que des gestes qu'on pose aujourd'hui vont créer ce genre de choses? Est-ce que vous entrevoyez des espaces qui pourraient venir et qui pourraient être des lieux accélérateurs ou fertiles à une certaine mixité sociale qu'on n'a pas besoin de programmer dès à présent? Nathalie. Imaginons un hardware deuxième génération. La réponse est oui. Et je dirais qu'il faut se concentrer sur les besoins des gens en tant qu'habitants d'une ville, peu importe leur provenance, leur culture, leur revenu. Quand on habite un quartier, on a certains besoins. Et si on bâtit des choses autour de ces besoins-là, on risque fort d'y attirer une diversité de population. Je donnais tout à l'heure l'exemple du centre sportif. De façon générale, les familles, peu importe là, de quelle origine elles sont, aiment bien que leurs enfants puissent se dégourdir un peu. Et quand on a ce genre de structure-là qui répondent à des besoins très concrets, on est capable de rassembler des gens. Je parlais tout à l'heure dans ma présentation de la notion d'agriculture urbaine. Je pense qu'on a là un filon pour réussir la mixité culturelle, en tout cas, parce qu'on a des gens ici, on a des gens qui viennent d'ailleurs, qui aiment jardiner, qui aiment cultiver leurs propres légumes, et pas nécessairement dans un esprit hipster outre mesure, là, mais tout simplement dans un esprit communautaire de subvenir un peu à ses propres besoins, et ça fonctionne, ça aussi. Je l'ai vu, là, moi, des vieux monsieur blancs francophones donner de l'aide à des jeunes familles marocaines, là, je pense à une famille entre autres, puis ils l'ont aidé dans leur jardin et tout ça. Et ça, moi, quand on reste collé sur les besoins des gens, je pense que ça fonctionne. Fait que, donc, on ne perd pas espoir. Est-ce que c'est des lieux publics? Oui, ce sont des lieux publics et ce sont des lieux, j'oserais dire, gratuits. Donc, la notion, évidemment, d'accessibilité géographique, mais d'accessibilité économique aux lieux est fondamentale, à mon sens. Ron? Il y a les exemples qui... il y a les lieux publics, une qualité de design. Des fois, il y a la place Émilie Gamelin, pour ceux qui le connaissent, était pas longtemps un lieu. Et j'ai dit que là aussi, je fais les distinctions. Ce n'était pas où tout le monde se parlait, mais chacun peut trouver son lieu. Ça veut dire que c'était une place où on pouvait passer à travers. Et ça marchait, à mon avis... il n'y a pas beaucoup du monde dans le quartier qui dirait ça, mais moi, je dis que ça marchait relativement bien. Il y avait beaucoup d'itinérants, mais il y avait les personnes âgées qui avaient les résidences pas loin. Il y avait du monde comme moi qui passait à travers, qui passait le long. Puis où ça a moins bien fonctionné, où c'était dominé par un usage qui était la vente de drogue, qui était assez... pas juste la vente de drogue de temps à autre, c'était vraiment très intense. Et c'est là où ça ne marchait pas. Il y a une PAC au coin de chez nous, le métro Baudry, où, à un moment donné, même le monde autour, il y avait une pétition pour fermer la PAC à cause de la concentration d'un phénomène. Pas l'itinérance, mais c'est vraiment la vente de drogue le problème. Il faut vraiment faire une distinction entre les deux. Et c'est quand on a un café ouvert à côté et quand on était capable littéralement de passer à travers et quand, grâce à quartier de notre mobilisation, l'édicule est transparent pour que ça ne crée pas de cachette. Mais déjà, au moins, c'est un peu plus sympathique, au moins. Mais ça ne veut pas dire que le monde se parlait, mais c'est au moins un lieu à lequel beaucoup de monde avait accès, qu'avant, le monde n'avait pas accès. Peut-être le dernier exemple, c'est pas un lieu... Parce que le Square Vigée, ça s'en vient, là. C'est le réaménagement de Square Vigée. On a tous les enjeux de société presque autour d'un square dans la ville. Et on verrait après si on réussit d'avoir un espace démocratique ou si on... ça oriente vers les usages un peu plus exclusifs. Et mon dernier exemple, c'est que dans le centre-sud, dans les années 80,
il y avait entre les vieilles commerces, avec une population, les ouvriers avaient longtemps quitté, les familles avaient quitté, et le commerce faisait dur. On revient à ta question. Il y avait un petit magasin de fruits et légumes qui est ouvert, qui servait l'ensemble de la population. On voyait tout le monde aller, parce que c'est les fruits et légumes abordables, ça fait longtemps. Il est encore là, ce magasin-là. Il n'est pas sur Sainte-Catherine, il est sur de Maisonneuve, ça s'appelle Tutti Frutti. Puis c'est un des rares commerces que j'ai vu dans une phase d'embourgeoisement qui servait l'ensemble de la population. Mais là aussi, on ne jasait pas, mais au moins, on avait un accent. Puis c'est comme vous l'avez dit, des fois, c'est une question de génération. Des fois, là. C'est une extension de... Je trouve que nous sommes... une autre ville que je fréquente beaucoup, avec beaucoup de plaisir, c'est Paris. Hein? Et je fréquente un quartier où habitait ma famille française à l'époque, qui est le 20e arrondissement. Le 20e arrondissement est un arrondissement qui pourrait devenir un peu comme le Williamsburg parisien. Moi, ma tante y habitait dans un immeuble où on sentait à peu près toutes les odeurs de cuisine du monde. Et c'est devenu un quartier où le hipsterisme est en train de pousser un peu. Mais il y a de la résistance. Alors moi, il y a une chose qui me fascine quand je vais à Paris, notamment dans le 20e, c'est qu'il y a des librairies. Il y a des librairies, il y a des endroits où on peut aller acheter des livres. Moi, j'habite à Notre-Dame-de-Grâce, qui est un quartier relativement aisé. J'habite dans la partie de Notre-Dame-de-Grâce qui est même particulièrement aisée, avoisinante pas loin de Westmount. Et si vous vous promenez sur la rue commerçante qui est près de chez nous, Monkland, on dirait qu'on est dans une économie complètement dévastée, plein de commerces qui sont vides. Pourquoi? Parce qu'avec l'hôpital qui vient d'arriver, les propriétaires sentent les gros profits et ne veulent louer qu'à Ted, comment ça s'appelle l'été? David Stees et des choses comme ça. Les uns après les autres, toutes sortes de petits commerces et de petits restaurants du quartier, dont certains étaient déjà là quand j'étais gamin, ont dû fermer parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les loyers. Alors, je reviens à Paris, je me dis, nous, on n'est pas capable à Notre-Dame-de-Grâce, qui est un quartier où à peu près 34% des professeurs d'université et de cégep habitent, là, de supporter une seule librairie qui fonctionne. Comment ça se fait qu'à Paris, dans le 20e quartier populaire, il y a 3 librairies auxquelles je peux aller à pied de l'endroit où je reste d'habitude, dont une est une librairie de littérature italienne, spécialité. Comment est-ce que ça peut survivre? Et la réponse que j'ai obtenue en cherchant un peu, c'est qu'il y a une loi à Paris qui dit que si on est propriétaire d'un commerce à vocation culturelle, si jamais le commerce ne peut plus payer, si jamais il y a déménagement, il faut maintenir la vocation culturelle. Donc, on va prendre une autre librairie ou un magasin de disques. Et donc, l'incitatif d'aller chasser le petit libraire de livres italiens pour aller chercher un David Stees n'existe pas. Et Paris est une ville qui me semble quand même fonctionner relativement bien. Nous sommes Dès qu'on propose des choses de cet ordre-là, dans le contexte montréalais, c'est comme si on était des espèces de communistes. Là, le marché, vous ne comprenez pas, le marché ne fonctionne pas comme ça. Oui. Et ce genre de lieux, qui sont des lieux qui marquent un quartier, hein, et qui traversent l'historique du quartier, sont terriblement importants. Et nous avons perdu à Montréal la volonté politique et les moyens de les conserver, de les protéger. Et pour moi, c'est un énorme enjeu que nous sommes en train de perdre la bataille rhétorique, comme si le genre de contrôle que Paris a mis sur place de manière complètement sans problème était une sorte d'attaque contre les lois les plus fondamentales de l'économie, de la vertu et je ne sais trop. Mais la gentrification des aires commerciales, les aires commerciales sont nouvelles au cœur des quartiers, là, c'est ça, où tous les services de proximité. La gentrification des aires commerciales, c'est 20 fois plus dramatique que la gentrification autour de la résidence auto, les loyers. Les aires commerciales sur Sainte-Catherine dans l'Est, c'est que les chaînes qui peuvent se permettre de s'installer. Tous les petits commerces, s'ils ne sont pas déjà partis, ils sont en train d'eux. Et effectivement, c'est l'avenir. Le rue Masson qui est bien sympathique aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir ça. Plus que ça va bien, plus que les propriétaires disent, mais au lieu d'avoir 15 $ de pied carré, je peux avoir 40. Et c'est ça la vie, les aires commerciales. Est-ce qu'on ne pourrait pas, tantôt, il y avait des discussions sur quoi on peut agir. Tu sais, on a le commerce italien, ça donne qu'il y a la mercerie italienne qui est en train de fermer, puis il y a tout un mouvement de souvenirs, parce que c'est un commerce familial au coin de Parc et Saint-Viateur, puis les gens sont très touchés par ça. Puis on voit qu'il y a une affection réelle des gens pour le commerce qui n'est pas
simplement le point de vente, hein, qui est comme les gens sont sur le perron, il y a comme quelque chose d'humain. Tantôt, tu dis, il faut le foncier, des projets. Est-ce qu'on a moyen, avec un urbanisme qui n'est pas juste en plan, mais qui est en 3D? Les immeubles parisiens, l'immeuble parisien ou l'immeuble berlinois, beaucoup d'immeubles à appartements dans les villes de l'Europe continentale sont des machines à mixité sociale. Parce que les étages étaient... lisez, c'est quoi la vie mode d'emploi? Il y a un livre comme ça, ou l'immeuble machin en Égypte, Yacubian. C'est des immeubles d'appartements, puis on voit que les gens qui habitent au rez-de-chaussée, puis qui habitent dans les combles, ils ne sont pas de la même classe, puis au fur et à mesure où ça change, finalement, les classes changent parce que les penthouses, il y a des ascenseurs maintenant, donc ça peut être les gens plus riches. Mais on n'a pas une architecture qui est propice à ça, mais on peut avoir quand même une notion, pas juste sur la prise de certains terrains, mais peut-être les rez-de-chaussée. Peut-être dans certains cas, c'est 1 ou 2 étages, mais on va se créer un espace de domaine civique qui peut... Est-ce que c'est quelque chose que vous verriez? Tu nous parlais de Place L'Acadie. Vous avez gagné la bataille du hardware, mais le software n'est pas encore là. Ben, en fait, moi, je pense que, premièrement, ça nous prend une vision de développement de la ville. Ça a l'air fou de dire ça, mais pas une vision qui est morcelée. Ça nous prend une vision d'ensemble qui va bien au-delà du béton et qui inclut, dans le fond, tous les impacts de tout ce qu'on développe. On doit pouvoir mesurer les impacts sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et je pense que ça prend une volonté politique et ça prend un certain courage pour, à un moment donné, dire, bon, ben, si on veut développer tel type de projet, maintenant, on doit respecter certaines règles environnementales. Hein? Il y a 30 ans, 40 ans, on s'en foutait de ça. Maintenant, tu ne peux plus développer n'importe comment. Il faut que tu respectes certaines règles environnementales. Est-ce qu'on ne pourrait pas également respecter certaines règles sociales? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que, avant de faire des développements X, Y dans un quartier, on analyse l'impact sur la population existante, on analyse si la présence ou non de commerce de proximité, est-ce que les écoles du coin sont pleines, est-ce qu'elles peuvent encore accueillir des gens? Donc, et quelque part, on a beau croire à la bonne volonté de tous, il va falloir imposer certaines règles, je pense. Et Montréal va bientôt commencer à travailler sur l'élaboration de sa première politique en développement social. Donc, c'est la première fois que Montréal se dotera d'une telle politique. Et nous, on espère qu'éventuellement, cette politique va conduire à des choix et à des actions très concrètes qui vont demander de la réglementation. Donc, je doute qu'on puisse faire confiance dans ce cas-là au simple libre marché pour nous procurer ça. Je pense qu'il faut que l'État, en commençant par les gouvernements locaux, se responsabilise et impose certaines règles et seulement de cette manière-là, on y arrivera. Et dans le cas de Place L'Acadie, je vous dirais que durant les consultations de l'Office de consultation publique, à l'époque, les commissaires avaient été très clairs de dire ce lieu-là ne fonctionnera pas si on ne continue pas à soutenir financièrement une animation de milieu parce qu'on va mettre 3500 personnes sur un îlot là, qui n'est pas très, très grand. Et c'est pas vrai que par magie, tous ces gens-là vont célébrer, faire la fête ensemble et danser en rond comme nos amis du quartier new-yorkais. Et malheureusement, ça n'a pas été écouté, ça. Ça n'a pas été écouté. Et je ne mettrai pas entièrement la faute sur les décideurs, mais aussi parce qu'entre nous, on n'a pas su s'entendre et capter l'opportunité. Mais donc, quand on fait ce genre de développement-là, il faut penser plus loin que le bout de son nez, là, essentiellement. Là. C'est mon propos. Ron. Ron spoke about commerce, and you think we should have a land reserve for commercial space that are not just for the chain, parce que avoir des chaînes sur la rue des Érables, c'est sûr, botaniquement, c'est un problème. Mais je pense que même les associations de commerçants commencent à soulever la question. D'ailleurs, Mugklint, c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples. Et d'ailleurs, en général, le commerce en détail ne fonctionne pas très bien. Hein, que, je dirais au moins la moitié des rues commerciales a un peu de misère.
puis il y a sans fin la création de nouvelles. Mais même une forme de contrôle de loyer dans un marché libre, effectivement, c'est pas loin de l'RSI puis le communisme. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui réclame une certaine forme de réglementation. Et il s'agit de voir, parce qu'il y a toujours deux manières d'agir en termes de réglementation. On peut punir le comportement qu'on n'aime pas ou féliciter le comportement qu'on veut. C'est comme souvent on avait parlé de ça, j'avais dit que ce soit pour les mesures fiscales. D'ailleurs, une petite plaie à l'intérieur de certaines des rues commerciales, c'est les locaux vacants, parce que certains propriétaires, pour des raisons fiscales, gardent un local vacant pendant des fois les dizaines d'années de temps. Et ça, pour les mesures de taxation, déjà, on taxe de manière plus chère les terrains vacants. Et il n'y a absolument rien qui empêche la ville de taxer les locaux commerciaux vacants pour encourager au moins un locataire qui paye 10 $ est mieux que le vide. Mais apparemment, en termes fiscaux, ce n'est pas toujours vrai, qui m'étonne toujours. La notion d'un local commercial, c'est-tu un quartier, c'est-tu une artère, et ça garde les loyers de manière haute, mais artificiellement haute. Okay? Il y a les mesures à faire. Il faut juste commencer par le plan de ministre, puis mettre... Parce que c'est une chose, une politique. Moi, j'ai arrêté de lire les politiques, les grandes politiques, mais quand c'est rendu au plan d'action, ça, je le lis. Ça, je le lis. La politique de l'arbre à Montréal, je ne l'ai pas vu, mais quand j'ai vu le plan d'action, puis il n'y avait aucun arbre dans l'est de Ville-Marie, dans la partie de Sainte-Marie, de Centre-Sud, et je dis, mais qu'est-ce que la politique valait s'il n'y a même pas de nouvelles arbres sur eux? Okay, comme je dis, je lis la politique, je lis le plan d'action, la politique et d'autres personnes. Je comprends l'importance il faut bien que quelqu'un les lise puis les commente, mais je laisse ça à d'autres. Mais ça dit, c'est une longue réponse, mais il faut. C'est la même chose avec ce que Nathalie a dit, la vision à long terme. Qu'est-ce qu'on veut dans 25 ans, puis comment est-ce qu'on met la réglementation, puis la fiscalité, puis toutes les mesures pour s'assurer qu'on arrive? Bon. Est-ce qu'il y a peut-être que les gens dans la salle auraient des commentaires, des questions? Amélie est là pour... Une chose éventuellement qu'on essaiera de discuter, mais après, c'est est-ce que la mixité, c'est une qualité ou c'est une quantité? Et ça, on pourra... Parce que l'urbanisme adore des chiffres, puis ça nous donne ce que tu dis avec les arbres. On peut répondre à une politique des arbres en plantant 1 million d'arbres sur le bord de l'autoroute en ayant 0 dans les endroits où ils vivent. Et puis, deuxièmement, avoir aucun arbre qui survive, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est de les planter, c'est pas qu'ils soient matures. Madame. Bonjour. Alors, comme vous l'entendez, je suis française, immigrante. Je voulais justement vous poser une question quand vous parlez de logements sociaux. Est-ce que vous venez de la 20e arrondissement? Non, j'habite pas dans le 20e, j'habite à Montréal, mais je vous laisse deviner. Ron, Paris n'est pas la France. Madame a dit qu'elle était française. Je ne suis pas schizophrène, donc vous savez à peu près où j'habite. Donc je vais rebondir sur ce que vous disiez sur les logements sociaux, puis c'est ce que vous disiez sur certaines politiques françaises. Au niveau des logements sociaux, est-ce qu'à Montréal, on a pensé, est-ce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de constructions neuves? Il y en a énormément, en fait, c'est incroyable. J'arrive d'ailleurs toujours à me demander comment le marché du logement arrive à vivre à Montréal. Est-ce qu'il a été pensé d'inclure systématiquement dans tous les logements neufs que l'on construit, qui sont faits par des promoteurs privés, du logement social? C'est-à-dire que sans qu'on sache pour autant qui a l'appartement ou le condo qui dépend d'une régie sociale, est-ce que c'est obligatoire? C'est deux grandes questions. Je vais répondre à la première. C'est vrai qu'il y a une politique qui n'est pas obligatoire qui s'appelle la politique d'inclusion. C'est pour les projets de 200 logements et plus. Et certains arrondissements la prennent très au sérieux puis l'appliquent, où on est obligé d'inclure au moins 15 % de logements sociaux, ce qu'on appelle qui est coop sans but lucratif, et 15 % de logements abordables, que souvent les condominiums abordables, plus abordables que le reste. Cependant, typiquement, le programme de logement social est conçu pour que ce soit déjà sur site, c'est une grande victoire, mais c'est les projets autonomes. Il n'y a pas une mixité à l'intérieur de chacun des immeubles. Au Canada, ça n'existe presque pas. Il y a un exemple à Regent's Park à Toronto. Sinon, c'est le seul exemple. À Hôtel-Dieu, on voulait pousser ce genre de notion-là. Les seules parties où ça existe, ça s'appelle un mécanisme. D'ailleurs, le logement social au Canada et au Québec,
c'est une petite partie de ce qu'on considère comme logement social en France. Un logement social en France, comme en Angleterre, c'est une grande partie du stock de logement qui n'est pas du tout le cas ici. Il y a un outil de logement social que le milieu n'est pas très chaud à l'idée, ça s'appelle les suppléments de loyer, où on subventionne la personne qui peut habiter n'importe où dans le privé et non pas dans un projet de logement social. Mais par contre, cette technique-là, avec la pression foncière, ces logements ou cette subvention à l'individu va être poussée de plus en plus loin de le centre-ville avec une pression foncière parce que le programme ne peut pas accepter les loyers très hauts dans les quartiers centraux. C'est un mécanisme qui est là, mais comment composer avec, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est répondu. Et il y a les groupes... Il y a un cocktail après, hein, pour... Oui. Non, je ne veux surtout pas d'être l'empêchement le lendemain. Mais il y a les quartiers, il y a les arrondissements à Montréal qui a augmenté beaucoup les exigences de la politique d'inclusion. La ville de Verdun, maintenant, c'est 20%, je pense, de logement social. Et pour les projets de 100 et plus, et Habiter Ville-Marie, qui est une coalition dont je fais partie avec Éric Michaud, c'est vrai qu'on avait dit même ça devrait être applicable à tous les projets, pas nécessairement tous les projets en inclusion sur site du logement social, mais au moins une contribution à un fonds qui peut aider d'autres projets de se développer. Alors, c'est une discussion qui est très de l'actualité et les modifications. Puis il y a les arrondissements qui embarquent avec plus de vigueur qu'il y a quelques années. C'est, mettons, une échelle. Quand on est dans l'hôpital, on a dit est-ce que la douleur, c'est une échelle de 1 à 10? Ça veut dire que pas du logement social ou une mixité comme ça, je dirais, on peut être rendu à 3. Merci. Aïe, aïe. Oui, bonsoir. Pour favoriser la mixité, je ne pense pas qu'il faut... Parce que je trouve ça un petit peu peut-être de premier niveau de penser de côtoyer, mettons, des condominiums avec du logement social, que ça va apparaître par magie. Je reviens à votre projet, là, Acadie. Quand on imagine ou quand on parle d'une planification qu'on veut faire à la ville, justement, là, des quartiers, des nouveaux quartiers, ou le développement, ou la revitalisation d'un ancien quartier, il me semble qu'il devrait toujours composer, on devrait toujours avoir des éléments suivants qui existent déjà dans la ville à différents endroits puis qui fonctionnent très bien. Le jardin communautaire, on a parlé du jardinage. Ça, déjà là, il y a une mixité qui se provoque par le jardin lui-même. Des espaces verts, mais pas des espaces verts simplement statiques. Mettons avec un kiosque, avec une programmation culturelle qui amènerait les gens le samedi soir à aller écouter un concert, puis côtoyer son voisin qui voit tous les jours, tout à coup il se met à y parler, puis ainsi de suite. Peut-être des îlots obligatoire de commerce de proximité. Je pense à l'île des Sœurs. Il y a comme un îlot là, au milieu de l'île des Sœurs où il y a une station-service. Puis certains commerces, comme des dépanneurs, tout ça, sont tous regroupés dans un îlot. Il y a des grandes tours pour les maisons, tout ce qu'on connaît sur l'île des Sœurs, qui est plus ou moins réussi. Mais il y a ces îlots-là que je trouve ça très intéressant. On pourrait penser que dans des vieux quartiers, par le zonage, on pourra créer ça aussi, ces genres d'îlots-là. Le verdissement aussi des ruelles qui se fait, on pourrait encore développer ça davantage. Ça aussi, ça attire... forcément, les voisins se parlent quand qu'ils partagent la ruelle. Là où les ruelles, c'est peut-être moins possible. Je ne me souviens plus quelle rue dans le nord, là. C'est une nord-sud, je ne sais pas si c'est Parc ou Saint-Laurent, qui la ferme au trafic. Je ne sais pas si c'est la fin de semaine, puis ça devient comme une agora où le voisinage se promène allègrement dans le... C'est pas tout à fait une artère piétonnière comme les permanentes qu'on connaît ou les semi-permanentes qu'on connaît, mais je pense que c'est une activité qui pourrait se faire dans plusieurs quartiers aussi, qui provoquerait cette mixité-là, peut-être avec des kiosques de vendeurs itinérants, toutes sortes de choses, et puis avec une animation. Tout ça pourrait favoriser la mixité. Si on maintient ça de façon régulière, pas juste une fois par 2 ans, là, mais de façon... C'est ces gestes-là dynamiques qui me semblent qui vont provoquer la mixité. J'aurais une autre question pour Daniel. Non, ça, c'était pas une question, c'était un préambule, hein, c'est ça? Ben oui, c'est un commentaire, excusez. Mais là, j'ai une question. Allez-y. Au niveau, parce que ça m'a beaucoup touché, parce que je suis un diplômé en psychologie, puis vous avez parlé des maladies mentales sérieuses dans la densité de la population, puis il y a une corrélation à faire entre l'augmentation des psychoses et tout ça,
et la densité du milieu urbain. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus? C'est quoi la théorie derrière ça? Alors, il y a énormément d'études, et puis si vous me donnez vos coordonnées, je pourrais vous en faire part de ces études-là. La corrélation n'est pas tellement étonnamment entre quantité de psychose et densité, mais plutôt taille de la ville. Et les autres corrélations qu'on découvre, c'est celles que j'ai mentionnées, c'est-à-dire que le plus la personne qui est la plus vulnérable au genre de psychose en question, ce sont des immigrants récents qui sont isolés. Résidentiellement, là, qui ne sont pas entourés de gens de leur communauté. Donc, la corrélation, c'est plutôt là-dessus. Immigrants récents, beaucoup plus vulnérables. Encore plus vulnérables que ça sont des immigrants récents qui se retrouvent isolés. Et la théorie, donc, c'est celle de la défaite sociale. C'est-à-dire qu'à force de vivre toutes sortes d'interactions quotidiennes sous le mode, disons, du rejet, de l'attaque, parfois subtile, parfois simplement le fait de se faire regarder un peu de travers, là, de manière que la personne qui a posé le geste ne s'est même pas rendu compte qu'elle l'avait fait, là, en quelque sorte. Ça a créé l'accumulation, créé une sorte de stress sur le système qui, ultimement, chez certains, va faire déclencher des psychoses. Mais il y a une littérature haute comme le bras, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'essayer aussi de voir s'il n'y a pas des éléments de l'environnement bâti qui, outre, disons... ben oui, dans un sens, oui. Ouais. Mais j'ai une question. Moi, si ces nouveaux arrivants ne sont pas isolés parce que bien entourés, mais de gens qui ne sont pas nécessairement de leur culture. Oui, alors malheureusement, on aimerait bien que je suis un philosophe de formation qui, depuis une dizaine d'années, a commencé à travailler avec des gens qui font des recherches empiriques. Et ce qui est vraiment plate avec les recherches empiriques, c'est qu'elles ne confirment pas toujours les choses qu'on voudrait vraies. Le monde tel qu'on voudrait qu'il le soit et le monde tel que les recherches empiriques nous le révèlent sont deux choses qui sont souvent différentes. Donc, on aimerait que ce soit vrai, là, ce que vous dites, mais non. Ah. Non. En architecture, on a ça. Les ingénieurs, souvent, ont l'habitude de calculer que les bâtiments qui sont là depuis 200 ans devraient être tombés depuis le lendemain de leur inauguration, parce que les calculs sont faits ainsi. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire? Oui. Et n'oublions pas notre question. Est-ce que la mixité, c'est une quantité ou une qualité? Et comment garantir à travers ça? Madame? Donc moi aussi, je suis française. Oh. Donc je vais apporter un regard qui vient d'Europe. Vous avez parlé d'Acadie. Ça me fait penser donc à une communauté à plus petite échelle, à l'habitat coopératif groupé. Ça fait bizarre. Ça va. En fait, ce qui réunit les gens dans ces projets-là d'habitat groupé, donc, c'est d'avoir des espaces communs qui permettent le développement d'une activité. Donc, ça peut être une librairie, ça peut être un atelier de bois, par exemple, enfin, tout ce que les gens peuvent trouver qui peut aider à l'éducation, à la sensibilisation des enfants de vivre ensemble, en communauté. Désolée. Savoir, c'est est-ce qu'on a pensé, c'est toujours les gens du dessus qui parlent, il faut qu'on fasse ci pour que la mixité existe. Est-ce que finalement, le fait de responsabiliser les gens dans un groupe peut être plus bénéfique? En fait, prendre à la souche les gens et par exemple dans un quartier, dire voilà, c'est votre quartier, il y a des micro-agressions. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre tous ensemble pour comprendre pourquoi il y a des micro-agressions, nettoyer son quartier, faire des micro-actions, responsabiliser? Et il y a un très beau reportage qui s'appelle Demain qui parle de ça justement. En fait, ce que vous dites est tout à fait vrai. Là-bas, sur ce territoire-là, bon, premièrement, vous avez physiquement ces espaces collectifs. Ils sont là. Donc, vous avez un parc, vous avez un CPE, vous avez une salle communautaire, vous avez des commerces, 2 commerces, là, dont un gros dépanneur. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que nous n'avons pas les sous pour soutenir des ressources humaines
qui vont aller mobiliser cette communauté-là et qui vont aller leur donner cette opportunité de se prendre en charge. Parce que la prise en charge pour la communauté, et avant d'avoir ce nouvel îlot immobilier, on l'a fait pendant 12 ans, ça ne se fait pas tout seul. Et ce n'est pas vrai qu'on va dire à des gens, ben voilà, partez-vous un comité, responsabilisez-vous, parlez-vous entre vous, et qu'on laisse ça aller sans soutenir avec des ressources payées pour animer ça. C'est pas vrai que ça fonctionne. Donc, ce qu'on n'a pas actuellement, c'est des ressources humaines dans le milieu qui vont soutenir cette mobilisation citoyenne-là et qui vont la favoriser entre les différents groupes de population qui habitent là, c'est-à-dire les gens qui habitent essentiellement dans les logements sociaux et les gens qui habitent dans les condominiums abordables. Donc, et vous avez raison, si on avait les ressources pour nous permettre de les mobiliser, de favoriser leur empowerment, de faire des activités de sensibilisation éducative et tout ça, on y arriverait beaucoup mieux avec la mixité. Et moi, je vois encore des gens qui habitent là maintenant et qui me disent, Nathalie, dans le temps à Place L'Acadie, c'était donc le fun. Puis la personne qui me dit ça, là, elle vivait dans un 4,5 avec de l'eau qui tombait sur la tête, des rats et des insectes. Là. Puis elle me dit que c'était plus le fun avant. Pourquoi c'était plus le fun avant? Parce qu'on avait une vie de quartier. Je veux dire, on sortait dehors, on faisait des barbecues, on avait un petit local où on faisait toutes sortes d'activités pour les gens. Il y avait de la vie. Et là, maintenant, ils sont là dans leur beau petit logement propre, qui est en bon état. Puis, je n'oserais pas dire que c'est un recul parce que vraiment, il fallait voir les conditions de logement avant. Mais reste qu'on a échoué sur une partie de notre projet. Donc, vous avez raison. Cette mobilisation-là est un gage de succès. Et il faut pouvoir la soutenir. C'était très intéressant. Est-ce que finalement, on ne peut pas passer par les enfants, la sensibilisation, par l'éducation ? Et donc, du coup, les écoles seraient à même d'apporter... Oui, on peut aussi passer par les enfants. Et d'ailleurs, en ce moment, on a 2 intervenantes qui viennent de débuter un petit projet d'activité avec les enfants le vendredi après-midi puis le samedi matin. Et ça commence à porter fruit. Mais les moyens qu'on a d'investir là-dedans sont grands comme ça. Et nos écoles au Québec, en ce moment, ont 0 ressources pour sortir de leur mur et aller travailler avec les jeunes, là, c'est comme impossible. Ben, là. on trouve Donc, des moyens de les faire sortir de leur mur, c'est-à-dire en laissant le toit couler. Enfin, pour moi, très souvent, les solutions aux problèmes qu'on constate se retrouvent à une certaine distance de l'endroit où se trouve le problème. Alors, l'exemple des enfants est excellent. Je crois que vous avez raison, que ça passe par les enfants. La mixité doit se faire, mon propos, c'est un peu, de le résumer en une phrase, c'est que la mixité doit se faire de manière organique, non forcée ni par, disons, des intellectuels blancs et privilégiés qui aiment la diversité, pas forcée non plus par les impératifs de commerciaux là, et tout ça, mais de manière organique. Et quoi de plus organique que le fait que les enfants découvrent la diversité dans les écoles? Regardez le système scolaire québécois et voyez comment nous avons, un peu par accident, créé un système scolaire qui, de par exemple, le fait qu'il permet aux classes aisées de faire défection du système scolaire public pour entrer dans des écoles privées, fait tout sauf encourager la mixité des enfants. L'école commune, ce qu'on appelle en anglais the common school, est devenu, c'est devenu, surtout au niveau du secondaire, c'est devenu l'exception plutôt que la règle au Québec. En raison, disons, des règles de financement que nous avons. Donc, on est loin, là. On parle de mixité dans des quartiers, puis moi, je vous parle d'écoles, puis de financement des écoles. Mais je crois que ce qu'on découvre quand on essaie de regarder un peu ce qui marche pour modifier les problèmes dans un endroit local comme les quartiers qui... les politiques sont souvent à une certaine distance. C'est repenser la manière par laquelle nous organisons nos écoles, tout autant que penser de la manière que nous allons aménager des espaces dans nos quartiers. Peut-être une petite nuance, mais c'est un point de vue personnel. Le vrai des années formateurs de l'enfance, c'est 0-6 ans. Ça veut dire que c'était avant l'école primaire où il
faut introduire ces notions-là. Puis même le réseau de centres de petite enfance, qui est un réseau fabuleux, souvent, il ne réussit pas. Sa faiblesse, c'est qu'il ne réussit pas, des fois, les populations qui peuvent bénéficier peut-être le plus. Ça veut dire qu'il y a un genre de trou dans ce système-là. Mais vraiment, les zones d'influence de la petite enfance, c'est 0-6 ans. C'est déjà rendu à l'école primaire, puis en plus, l'importance, peut-être juste un petit à côté, quand on parle de l'ensemble de ces phénomènes-là, ce n'est pas le sujet ce soir, mais quand on regarde le taux de décrochage dans les écoles, surtout dans les quartiers centraux, dans le réseau public, c'est vrai qu'il y a un peu de travail à faire là aussi. Mais dis-nous, j'oublie ta question parce qu'on oublie à chaque fois. Ma question, c'était plus une question, c'était on termine, là, on s'en va, on a quitté. Mais la notion de quantité... On va se mixer parce que là, regardez comment vous êtes en train de perpétuer des stéréotypes où il y a devant la pièce des gens ici qui écoutent. Non, je sais bien. Tout le monde dehors, là, dans le foyer. Oui, tout le monde dehors, ben oui, on arrête ça. Peut-être, non, mais sérieusement, we're going to have a little reception, but first we'd like to cap up with the last words for this panel on the question, la mixité sociale, qualité ou quantité, et comment la conserver. Daniel. Alors, je pense que j'ai déjà, jusqu'à un certain point, répondu. Oui, avec l'organique. Ramasser de manière un peu qualité définitivement plus que quantité, où la qualité se mesure par l'adhésion spontanée, je dirais, des gens, et par la prise en compte des facteurs qui, dans une société qui est encore traversée par toutes sortes d'inégalités, etc., va faire de sorte que certaines couches de la population vont peut-être être plus résistantes qu'on voudrait qu'elles le soient par rapport à nos efforts d'aménagement favorisant la mixité. Qualité, définitivement. Et de façon organique, moi, j'achète ça, mais il faut donner des opportunités pour que l'organique se produise. Oui, il faut que le sol soit fertile et bien labouré. Oui, qualité, mais si on ne travaille pas sur la quantité à long terme, à court terme, il n'y aurait même pas une question de qualité à long terme. Donc, il faut intégrer les pour la qualité, pour garantir la qualité, il faut garantir une quantité de base. Okay? Mais c'est bien plate comme réponse, mais c'est vrai pareil. Oui, mais ça va s'améliorer dans quelques minutes. C'est un peu comme les arbres sur rue. Ben, écoutez, thank you very much for our panelists, Ron, Nathalie et Daniel. Et on les salue. On sait maintenant qu'on peut aller lire le détail de cette carte avec un verre de vin à la main à côté, avec Ron, vous les connaissez, poser des questions. Il y a une chose peut-être à noter, ce que monsieur a dit est intéressant aussi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à fixer. Ce n'est pas des quantités, le nombre de ceci, de cela, peut-être, c'est au moins le droit à un environnement de base qui comprend un jardin communautaire, un lieu public. Peut-être qu'il y a des règles comme ça à écrire, enchâssées dans un urbanisme qui ne soit pas juste un urbanisme de nombre de logements ceci par kilomètre cube d'épinettes ou je ne sais pas quoi. Alors, parce que les règles numériques, des fois, sont un petit peu absurdes, vous savez. Mais des fois, d'avoir des éléments, comment décrire l'ADN fondamental d'un quartier de Montréal pour que ce qu'on fait aujourd'hui, dans 30 ans, il y a des chances à être poussé dans le bon sens. C'est peut-être quelque chose. Puis on sent qu'il y a aussi des notions sur les programmes, mais aussi comment les articuler. En tous les cas, parlant de choses qu'on va planter aujourd'hui pour qu'elles poussent bien, you're all welcome on the 11th of May for the last of this city talk of this cycle on urban agriculture. Alors, le thème est bien lancé. Je vous remercie encore une fois d'avoir... C'est un sujet vaste. Peut-être qu'on voit beaucoup de choses, puis on sait qu'il y a de l'inquiétude là-dedans parce que ça touche à des choses qui sont à la fois du niveau de la justice et du droit pour aujourd'hui et de l'imaginaire d'un monde meilleur et possible pour demain. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais ça nous appelle que les occasions, ça vient. Puis je vous rappelle à quelques pas d'ici, au coin de la Gauchetière et de la rue Côté, se trouve une des écoles les plus progressistes qui a été fondée ici, la British and Canadian. C'est le même architecte que la basilique Notre-Dame. Et cette école était non confessionnelle et bilingue en 1826. Aujourd'hui, c'est une fabrique de nouilles. Alors... Mais elle est encore là. Le bâtiment est là. Alors, je vous salue et bonne soirée. On a un verre qui nous attend. Thank you very much.